Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de commission, mes chers collègues, après les propos de ma collègue Dominique Vérien, auxquels j'adhère sans réserve, il me revient de vous présenter notre position sur la répression du contrôle coercitif, qui est sûrement l'un des points majeurs du texte. Le contrôle coercitif, qui se définit comme une somme de micro-régulations qui ont lieu au sein d'un couple et qui contraignent tous les aspects de la vie quotidienne de la victime jusqu'à la placer dans une situation de dépendance, est une forme insidieuse et, j'oserais le dire, particulièrement perverse de violence conjugale. Le consensus est entier pour enfin assurer la répression des agissements qui caractérisent ce contrôle. La seule question qui doit nous animer aujourd'hui est donc de savoir quelle est la solution juridique la mieux adaptée pour atteindre cet objectif. Il nous est en effet apparu que la meilleure option serait celle qui s'avérerait la plus sécurisée au plan juridique, la plus pragmatique pour les enquêteurs et pour les magistrats et la plus lisible pour les victimes. Comme vous le savez, le texte transmis au Sénat soulevait des difficultés certaines. La rédaction adoptée par les députés, fondée sur les sentiments de la victime et sur des termes inconnus de notre droit, présentait un risque constitutionnel majeur, qu'elle comportait des éléments contradictoires entre eux et qu'au plan civil, elle apparaissait directement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Pour toutes ces raisons, la rédaction ne pouvait pas prospérer et nous avons par conséquent fait le choix d'une réécriture globale de l'article 3. Premièrement, nous n'avons pas souhaité instituer une infraction autonome de contrôle coercitif. Non seulement ce procédé aurait par nature été un facteur de complexité technique, mais surtout, il aurait posé des difficultés d'articulation avec les infractions existantes. Pire encore, une telle création aurait eu un effet d'éviction sur les infractions existantes, y compris au détriment des délits qui sont assortis d'une peine plus élevée que celle envisagée par le contrôle coercitif. Le risque était donc, sous couvert de symbole, de dégrader la répression pénale. Nous n'avons pas, vous le comprenez, voulu nous engager dans cette voie. De la même manière, des débats ont eu lieu autour de l'inscription ou non des mots contrôle coercitif dans le code pénal. Là encore, nous avons fait le choix de l'efficacité plutôt que du symbole. Je rappelle que la loi pénale est d'interprétation stricte, que tout ce que nous y inscrivons est gravé dans le marbre du code et que, ce faisant, les concepts qui y sont inscrits sont privés de toute souplesse. Nous nous devons de prendre en considération les besoins des praticiens qui doivent pouvoir qualifier le contrôle coercitif au cas par cas et qui doivent également avoir une latitude, ce qui n'exclut pas la rigueur, mais qui permet de protéger au mieux les victimes. Je tiens dès à présent à insister sur une idée importante. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Et à trop vouloir préciser la loi, on obtient souvent l'effet inverse à celui qui est recherché. Entrer dans les détails ne permet pas forcément de mieux protéger la société. Tout à l'inverse, c'est en laissant des marges de manœuvre aux juges, c'est en faisant confiance à nos enquêteurs et aux magistrats que nous leur permettrons d'adapter leurs décisions à la réalité des faits qui sont subis par les victimes. Enfin, pour parer aux risques divers que je viens d'évoquer, nous avons voulu fonder la nouvelle définition du contrôle coercitif sur des termes qui sont clairs, déjà existants dans nos lois, qui sont maîtrisés par les praticiens et aisément compréhensibles pour les victimes. Je vous invite, mes chers collègues, à ne pas remettre en cause cet équilibre et à apporter votre soutien au dispositif tel qu'adopté par la commission des lois à l'article 3. Il me reste quelques instants pour évoquer un autre sujet essentiel, celui des circonstances aggravantes en matière de viol. Cet enjeu n'a pas fait l'objet de débats publics aussi nourris que l'imprescriptibilité ou le contrôle coercitif. Pour autant, ayant conscience cet après-midi que nous abordons aujourd'hui un débat crucial et ne sous-estimons pas la portée de l'article 5 de cette proposition de loi. Et d'ailleurs, les amendements qui ont été déposés nous permettront, j'en suis sûre, de garantir une meilleure répression du viol et de mieux tenir compte des circonstances qui, aujourd'hui ignorées par notre droit, sont pourtant à la fois la marque de la dangerosité de l'auteur et des facteurs de traumatisme pour les victimes.
J'aimerais pour finir adresser quelques mots à Madame la Ministre. Vous avez récemment annoncé le souhait d'une loi cadre pour lutter contre les violences faites aux femmes et j'en m'en réjouis. Je forme le souhait que celle-ci permette enfin aux victimes de ne plus hésiter à porter plainte, car nous ne devons pas l'oublier. Le principal obstacle à la répression des violences sexistes et sexuelles est davantage à rechercher dans la société elle-même que dans la loi. Le chemin est encore long pour que la honte change de camp, mais nous devons toutes et tous contribuer à accélérer la marche. C'est ce que nous ferons aujourd'hui en comblant les lacunes de notre droit, sans renoncer aux principes supérieurs qui doivent guider notre action en tant que législateurs. Je vous remercie.